3 tonnes d'or déplacent silencieusement les certitudes économiques du Sahel. Alors que les marchés internationaux annonçaient un choc brutal et rapide, les premiers chiffres disponibles ont révélé une stabilité intérieure mesurable, exposant l'écart persistant entre alarmisme extérieur, modèle prédictif automatisé et réalité opérationnelle observée sur le terrain sahélien, déroutant analystes, investisseurs et institutions régionales et testant les hypothèses financières dominantes dans un calendrier compressé qui devait confirmer une rupture annoncée mais ne l'a pas fait. Concrètement, selon Ibrahim Traoré, cette divergence fait basculer une simple transition comptable vers une bascule stratégique régionale. Cette séquence propose une lecture rigoureuse de ce basculement souvent mal interprété. Le bénéfice est clair, comprendre l'écart entre prévision externe et réalité locale. Il ne s'agit ni de célébrer une réussite automatique, ni de dénoncer une rupture idéologique. L'enjeu consiste à analyser comment une décision administrative, perçue comme technique, peut produire des effets économiques et politiques observables en moins d'un cycle fiscal. Les narratifs dominants associent fréquemment intervention étatique, fuite des capitaux et désorganisation productive. Pourtant, les données disponibles invitent à une approche plus nuancée, attentive aux mécanismes concrets plutôt qu'aux réactions réflexes. Ce cadre d'analyse engage le public à dépasser 2 pièges symétriques. Le premier serait l'adhésion aveugle à un discours souverainiste simplifié. Le second, le rejet automatique de toute réforme au nom de modèles prédictifs importés. Entre ces deux extrêmes, une zone d'observation s'ouvre, fondée sur la mesure, la vérification et la comparaison des faits. Ce que cette analyse met en jeu dépasse l'épisode des 3 tonnes d'or. Elle touche à la capacité collective à lire les transformations économiques sans les réduire à des slogans, en évaluant leurs effets réels sur les équilibres, les acteurs et les règles du jeu. Les chiffres ont contredit le scénario dominant plus vite que prévu. En 2025, le Mali a déclaré 67 tonnes d'or, un niveau supérieur aux projections qui annonçaient une contraction imminente du secteur après le durcissement administratif. Ce décalage a agi comme un choc analytique. Les modèles utilisés par de nombreux observateurs extérieurs reposaient sur une hypothèse simple. Un contrôle accru provoquerait mécaniquement une chute des volumes et une désorganisation rapide des chaînes minières. Or, la continuité de la production a révélé une réalité différente. Les audits engagés n'ont pas interrompu l'extraction. Ils ont surtout mis en lumière des mécanismes longtemps tolérés, tels que des exemptions fiscales disproportionnées, des sous-déclarations récurrentes et des dispositifs de transfert de valeur peu transparents. Chaque correction a déplacé le centre du débat, de la peur de la rupture vers l'examen des faits mesurables. Cette divergence ne s'est pas produite par accident, elle s'inscrit dans une séquence régionale amorcée plus tôt au Burkina Faso, mais lorsque Ibrahim Traoré avait défendu une réforme comptable imposant aux opérateurs de rendre des comptes d'abord à l'État, selon des formats définis localement. À l'époque, cette approche avait été jugée risquée, voire isolée. Pourtant, l'observation attentive des flux avait montré une stabilisation progressive, ouvrant la voie à une lecture moins idéologique de la souveraineté économique. Dans le contexte malien, la publication des volumes produits a servi de révélateur régional. Les administrations ont commencé à produire leurs propres données, réduisant leur dépendance aux rapports fournis par les compagnies étrangères. Ce changement méthodologique a transformé la nature même du débat. Il ne s'agissait plus de spéculer sur des chocs hypothétiques, mais de comparer des résultats vérifiés à des hypothèses désormais contestées. Ainsi, l'épisode des 3 tonnes d'or s'est mué en point d'entrée vers une compréhension plus large. Il montre comment une décision administrative apparemment limitée peut dévoiler une chaîne causale où la mesure précède l'interprétation. Dans ce cadre, la souveraineté cesse d'être un slogan abstrait pour devenir un paramètre observable, inscrit dans des données, des pratiques et des ajustements progressifs qui redéfinissent silencieusement les équilibres économiques régionaux. Pour comprendre comment ce changement se matérialise, il faut quitter les agrégats et observer ceux qui appliquent la règle. Un inspecteur minier malien, longtemps cantonné à des contrôles formels, décrit une transformation progressive de son travail.
Avant les audits renforcés, ces vérifications se limitaient à des déclarations standardisées, rarement discutées. Avec l'arrivée d'un administrateur provisoire sur le site de Laguna, chaque ligne comptable est devenue une question opérationnelle, chaque incohérence un signal à instruire. Cette évolution n'a pas été brutale, elle s'est installée par couches successives, à mesure que les demandes devenaient plus précises, documentées et continues. Pour l'inspecteur, l'enjeu n'était pas seulement technique, il résidait dans la reconnaissance d'un rôle longtemps marginalisé. Le contrôle cessait d'être symbolique pour devenir un levier réel, capable d'influencer directement les pratiques déclaratives et les comportements des opérateurs. Un second cas éclaire un autre versant des effets précoces. Le dirigeant d'une petite entreprise locale de maintenance industrielle explique comment son activité, auparavant périphérique, a gagné en visibilité. Le retrait partiel de certains prestataires étrangers a conduit les opérateurs à solliciter des acteurs nationaux pour assurer la continuité des services. Cette ouverture a créé des opportunités concrètes, mais aussi de nouvelles exigences. Délais stricts, traçabilité accrue, responsabilité contractuelle renforcée. Ces trajectoires individuelles convergent vers un même constat. Les premiers effets du changement doctrinal ne se manifestent pas dans les capitales financières, mais dans les gestes quotidiens de ceux qui contrôlent, déclarent et exécutent. C'est à ce niveau que l'enjeu devient lisible pour le public. Autrement dit, la règle modifie les pratiques bien avant que les discours ne se stabilisent. Avant le durcissement administratif, le cadre paraissait stable, presque immuable. Dont les opérateurs déclaraient leur volume selon des formats hérités, les administrations validaient avec une marge limitée de vérification et les marchés internationaux interprétaient ces chiffres comme des données acquises. Dans ce contexte, toute modification des règles était perçue comme un facteur de rupture immédiate. C'est précisément cette attente qui a structuré les premières réactions lorsque les audits renforcés ont été annoncés. La phase d'activation s'est ouverte par une décision présentée comme méthodologique. Au Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la réforme comptable a imposé une obligation claire: rendre des comptes d'abord à l'État, selon des formats définis localement, avant toute validation extérieure. Ce choix n'a pas été formulé comme une déclaration idéologique, mais comme une mise à niveau des procédures. Pourtant, il a immédiatement déplacé les anticipations. Les projections extérieures annonçaient une désorganisation rapide, un ralentissement des extractions et un retrait progressif des partenaires internationaux. Sur le terrain, les premiers jours ont été marqués par la prudence. Les opérateurs ont multiplié les échanges avec les administrations, cherchant à comprendre les nouvelles exigences documentaires. Les contrôles se sont intensifiés, mais sans arrêt brutal des opérations. Cette coexistence entre activité continue et surveillance accrue a constitué le premier décalage avec le récit dominant. L'activation ne produisait pas de choc visible, mais une friction contrôlée. La tension est apparue lorsque le Mali a franchi un seuil supplémentaire. L'imposition d'un administrateur provisoire sur le complexe aurifère de Laguna a été interprétée à l'extérieur comme un signal de raid administratif. Les commentaires alarmistes ont évoqué un effondrement imminent de la production et une fuite des capitaux. À l'intérieur, la lecture était différente. La mesure était perçue comme une correction tardive d'un déséquilibre ancien. Les opérations ne se sont pas arrêtées, les extractions ont continué, les salaires ont été versés, et les chaînes logistiques se sont ajustées sous supervision renforcée. C'est dans cette phase que le contraste s'est accentué. Alors que les discours de rupture se multipliaient, les données opérationnelles suivaient une trajectoire plus stable. Les audits successifs ont commencé à révéler des mécanismes longtemps tolérés. Exemptions fiscales étendues, des sous-déclarations récurrentes, transferts de valeur peu lisibles. Chaque découverte alimentait la tension analytique, non pas par une crise, mais par une accumulation de faits contredisant les anticipations. La résonance s'est installée progressivement à mesure que les administrations produisaient leurs propres données. La dépendance aux rapports fournis par les opérateurs diminuait. Les marchés ont été contraints de réviser leurs modèles, confrontés à des chiffres qu'ils ne contrôlaient plus directement. La méthode initiée à Ouagadougou, associée à Ibrahim Traoré, cessait d'apparaître comme une singularité nationale. Elle devenait un protocole observable, potentiellement transposable.
Cette séquence activation-tension-résonance révèle une dynamique précise. Ce qui devait être un choc s'est transformé en ajustement méthodique. La doctrine sahélienne n'a pas avancé par proclamation, mais par enchaînement d'actes mesurables. Dans ce processus, la maîtrise des chiffres a redéfini les rapports de force sans interrompre les flux essentiels, installant une transformation silencieuse, là où beaucoup attendaient une rupture spectaculaire. Les projections initiales annonçaient une baisse rapide des volumes après le durcissement des audits. Les données observées indiquent une continuité opérationnelle. Ce passage du niveau attendu au delta constaté constitue le cœur de la démonstration quantitative. Il ne s'agit pas d'un renversement spectaculaire, mais d'une invalidation progressive d'un scénario jugé mécanique. Les chiffres disponibles, bien que limités, suffisent à éclairer cette inflexion lorsqu'ils sont replacés dans leur contexte opérationnel. D'abord, en 2025, et dont le Mali a déclaré 67 tonnes d'or, un niveau supérieur aux projections formulées avant l'intervention administrative. Cela indique une continuité opérationnelle malgré une pression réglementaire accrue, et ce, de manière persistante à l'échelle locale. Ce volume ne traduit pas une expansion exceptionnelle. Il signale une stabilité robuste dans un environnement que de nombreux observateurs considéraient comme fragile. Les chaînes d'extraction et de traitement ont absorbé la contrainte réglementaire sans rupture visible. Ce point est essentiel, car il dissocie contrôle étatique et effondrement productif, deux notions souvent associées dans les modèles externes. Ensuite, comparé à la situation observée 2 ans plus tôt, la production aurifère montre une progression d'environ 12%. Autrement dit, elle suggère plutôt une correction déclarative cumulative qu'une intensification physique des extractions minières. Cette hausse modérée ne relève pas d'un choc conjoncturel. Elle correspond davantage à un effet d'ajustement méthodologique. Les audits ont réduit certaines sous-déclarations et amélioré la cohérence comptable, ce qui se traduit par une captation plus fidèle de la valeur produite. Le delta observé provient moins d'un effort d'extraction supplémentaire que d'une mesure plus précise des flux existants. Enfin, dans le corridor de caisse, directement lié aux activités minières, les observations locales font état d'une augmentation d'environ 15% de l'emploi minier en 2025. Cela révèle une reconfiguration des contrats vers des prestataires nationaux et des services associés. Cependant, cet élément est souvent absent des analyses centrées sur les volumes et les prix. Il apporte pourtant un signal indirect de résilience. Lorsque les opérations se maintiennent et se réorganisent, les besoins en main-d'œuvre suivent. La hausse de l'emploi suggère que certaines fonctions auparavant externalisées ont été reprises localement, sans interruption majeure des activités. Pris isolément, aucun de ces chiffres ne suffirait à contester un récit dominant. Ensemble, ils dessinent une trajectoire cohérente. La stabilité des volumes déclarés, la progression mesurée sur 2 ans et la hausse de l'emploi convergent vers une même lecture. Le durcissement administratif n'a pas produit l'effondrement redouté. Il a réorienté la manière dont la valeur est déclarée, contrôlée et redistribuée. Cette lecture quantitative oblige à reconsidérer les cadres d'anticipation. Les modèles qui associaient automatiquement audit renforcé et rupture des flux reposaient sur une hypothèse de réaction instantanée des opérateurs. Or, les données suggèrent une capacité d'adaptation plus élevée. Et les chaînes minières ne se sont pas figées. Elles ont ajusté leurs pratiques documentaires et organisationnelles. Dans ce contexte, l'approche méthodologique associée à Ibrahim Traoré apparaît sous un jour particulier. Elle ne promettait pas une croissance rapide, mais une stabilisation par la mesure. Les chiffres ne racontent pas une success story simplifiée. Ils révèlent une mécanique lente, cumulative et vérifiable, où chaque delta validé fragilise un peu plus les scénarios de rupture automatique. La preuve quantitative n'impose pas une conclusion définitive. Elle fixe un cadre. Tant que les données observées continueront de contredire les anticipations les plus pessimistes, le débat devra se déplacer des intentions vers les effets mesurables. C'est à ce niveau que l'analyse gagne en précision. Les critiques du tournant sahélien avancent d'abord un argument économique structuré.
Selon eux, la multiplication des audits et la récupération accrue de la valeur minière fragiliseraient l'investissement à moyen terme. Moins de capitaux étrangers signifierait moins de liquidités disponibles pour entretenir des infrastructures lourdes, financer l'exploration et absorber les chocs de prix. Dans cette lecture, le risque n'est pas politique, mais arithmétique. Un système plus exigeant pourrait réduire l'appétit des partenaires internationaux et peser sur la soutenabilité financière des projets. Un second argument concerne la vulnérabilité des chaînes de production. Les opposants estiment que la révision des contrats et le durcissement des contrôles introduisent une incertitude administrative durable. Le retrait partiel d'opérateurs internationaux pourrait créer des goulets d'étranglement logistiques, ralentir l'approvisionnement en intrants critiques et fragiliser des raffineries dépendantes de circuits transfrontaliers. À cela s'ajoute la crainte d'un climat réglementaire perçu comme instable, peu propice aux engagements industriels de long terme. Ces deux critiques reposent sur des hypothèses cohérentes et ne peuvent être écartées d'un revers de main. Cependant, confrontées aux données observées, ces hypothèses appellent une lecture plus nuancée. Malgré les audits renforcés et les litiges fiscaux, la production aurifère malienne est restée proche des niveaux déclarés, sans arrêt opérationnel généralisé. Les salaires ont continué d'être versés, les extractions maintenues et certaines fonctions logistiques ont été progressivement reprises localement. Cette continuité suggère que les chaînes ne se sont pas désorganisées, mais reconfigurées. De plus, la progression mesurée de la production sur 2 ans et la hausse de l'emploi dans certaines zones minières indiquent une adaptation plutôt qu'une contraction. Les opérateurs ont ajusté leurs pratiques documentaires et leurs partenariats, absorbant la contrainte sans rupture brutale. Cela ne signifie pas que les risques sont inexistants. Cela signifie qu'ils ne se sont pas matérialisés selon les scénarios les plus pessimistes. Ainsi, le débat gagne en précision. Les arguments adverses conservent leur validité théorique, mais les faits observés pointent vers une dynamique hybride. La région n'a pas rompu avec le marché mondial. Elle en redéfinit les modalités par la mesure, la vérification et la cohérence plutôt que par la rupture. C'est cette confrontation entre hypothèses et données qui permet d'évaluer la trajectoire réelle, au-delà des réactions réflexes. La souveraineté ne se proclame pas. Cette phrase marque un déplacement décisif du débat. Jusqu'ici, l'opposition semblait se jouer entre discours alarmistes et constats empiriques. À mi-parcours, une autre lecture s'impose. La transformation observée n'est pas d'abord idéologique, elle est méthodologique. Ce qui change réellement, ce n'est ni le volume extrait, ni la rhétorique politique, mais la manière dont la valeur est mesurée, validée et reconnue comme légitime par les acteurs eux-mêmes. Le révélateur a été la réaction du système face à la contrainte. Lorsque les audits se sont intensifiés, rien ne s'est figé. Les administrations ont appris à produire leurs propres données, les opérateurs à documenter plus finement leurs pratiques et les marchés à composer avec des chiffres qu'ils ne contrôlaient plus directement. Cette capacité d'absorption a montré que le modèle sahélien ne relevait pas d'une posture défensive, mais d'un protocole opérationnel. C'est ici que l'influence d'Ibrahim Traoré prend une portée plus large. L'approche initiée au Burkina Faso ne cherchait pas la rupture frontale. Elle modifiait l'ordre des priorités, mesurer avant de négocier, vérifier avant d'interpréter. Ce renversement discret a transformé les rapports de force sans provoquer de choc visible. À ce stade, la bascule devient lisible. Elle ne réside pas dans un geste spectaculaire, mais dans la normalisation d'un principe simple. Celui qui mesure détient un pouvoir réel. Pour les administrations nationales, l'effet le plus immédiat est la reprise de contrôle sur l'information économique. Les audits menés ont mis au jour des sous-déclarations récurrentes et des exemptions héritées d'anciens accords, permettant à l'État de produire des données vérifiées plutôt que de dépendre de rapports fournis par les opérateurs. Cette autonomie informationnelle a modifié la posture institutionnelle. L'administration n'est plus un simple validateur, mais un acteur doté d'outils mesurables. La continuité de la production déclarée, autour de 67 tonnes d'or, a renforcé la crédibilité de ce changement méthodologique. Dans cette dynamique,
L'approche associée à Ibrahim Traoré sert de référence opérationnelle plutôt que de slogan politique. Pour les entreprises, notamment locales, les effets se sont matérialisés par une reconfiguration des contrats. Le retrait partiel de certains prestataires étrangers a ouvert des espaces à des acteurs nationaux dans le transport, la maintenance et certains services logistiques. Cette ouverture n'a pas été synonyme de facilité, elle s'est accompagnée d'exigences accrues en matière de délai, de traçabilité et de responsabilité contractuelle. Les entreprises capables de s'adapter ont gagné en visibilité et en légitimité institutionnelle. Alors s'il y a celles qui ne répondaient pas aux nouvelles normes, ont été progressivement marginalisées, illustrant une sélection par la conformité plutôt que par l'origine du capital. Pour les ménages vivant à proximité des sites miniers, l'impact s'est joué sur un registre plus quotidien. Contrairement aux craintes initiales, les opérations ne se sont pas arrêtées et les salaires ont continué d'être versés. Dans certaines zones, les observations locales font état d'une hausse de l'emploi d'environ 15% liée à la reprise de fonctions auparavant externalisées. Cette stabilité relative a réduit l'incertitude immédiate et renforcé l'idée que le contrôle accru pouvait coexister avec une sécurité économique minimale. La souveraineté, souvent perçue comme abstraite, est devenue perceptible dans la continuité du travail et des revenus. Même à l'échelle régionale, enfin, les conséquences dépassent les frontières nationales. Les résultats observés au Mali ont suscité un effet d'alignement méthodologique chez les voisins, notamment au Niger, qui ont engagé des révisions contractuelles et exigé une transparence accrue sur les volumes exportés. La ES, initialement conçue comme un cadre sécuritaire, a commencé à fonctionner comme un espace de coordination économique. Cette convergence n'a pas effacé les tensions externes, mais elle a accru la cohérence des pratiques. Les décisions prises dans une capitale renforcent désormais la position des autres, transformant des initiatives nationales en dynamique collective, dans un esprit proche de la méthode promue par Ibrahim Traoré. Pris ensemble, ces effets dessinent une trajectoire lisible. La réforme n'a pas produit de rupture brutale, mais une série d'ajustements concrets différenciés selon les acteurs. Administration, entreprises, ménages et régions ont absorbé la contrainte de manière inégale mais convergente. C'est cette accumulation d'impacts pratiques, mesurables et comparables qui permet d'évaluer la portée réelle du basculement. La question n'est plus de savoir si le modèle choque, mais comment il transforme, étape par étape, les équilibres existants. Dans un scénario de base, la trajectoire actuelle se prolonge sans accélération brutale. Les audits se stabilisent, les formats de déclaration deviennent routiniers et les opérateurs intègrent les exigences documentaires dans leur processus. Les volumes restent relativement constants, les administrations consolident leur capacité interne et les tensions externes demeurent gérables. La souveraineté comptable cesse d'être un signal politique ponctuel pour devenir une pratique ordinaire. Le principal enjeu réside alors dans la discipline institutionnelle, maintenir le rythme sans céder aux pressions conjoncturelles. Un scénario plus optimiste repose sur une synchronisation régionale accrue. Les expériences maliennes, burkinabées et nigériennes convergent vers des standards communs d'audit et de publication. Les données critiques sont partagées, les équipes techniques coopèrent et l'AES évolue vers un cadre économique plus lisible. Cette cohérence réduit l'incertitude pour les partenaires prêts à opérer selon ces règles. L'enjeu n'est pas un afflux massif de capitaux, mais une amélioration de la qualité des engagements. Sans mots, dans cette configuration, la méthode associée à Ibrahim Traoré gagne en crédibilité par sa reproductibilité. Un scénario plus tendu ne peut toutefois être écarté. Il suppose une résistance accrue de certains acteurs extérieurs face à la perte de contrôle informationnel. Des pressions diplomatiques, des renégociations difficiles ou des désengagements partiels pourraient apparaître. Les administrations devraient alors gérer simultanément la poursuite des réformes et l'absorption des tensions. Le risque principal serait un ralentissement lié à la dispersion des efforts plutôt qu'un effondrement immédiat. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, ils constituent des cadres de lecture.
Une recommandation s'impose dans les 3 cas, mesurer avant d'agir. Les États capables de consolider leurs données, arrêter d'aligner leurs procédures et de préserver la cohérence institutionnelle disposeront de la plus grande marge d'adaptation dans les mois à venir. Pour une partie de la population sahélienne, l'effet le plus immédiat n'est ni strictement financier ni institutionnel. Il est perceptif. Pendant longtemps, la valeur produite localement semblait décidée ailleurs, validée par des chiffres venus de l'extérieur. Le fait de voir des audits nationaux remplacer des rapports importés a modifié cette représentation. La souveraineté devient observable dans des gestes administratifs concrets, auparavant invisibles, et non dans des déclarations abstraites. Chez les jeunes actifs, cette évolution prend une dimension plus pratique. L'extension des équipes d'audit, la montée en importance des certifications et la demande accrue de compétences techniques créent des trajectoires professionnelles nouvelles. Le secteur minier, longtemps perçu comme fermé et dépendant d'expertise extérieure, commence à apparaître comme un espace où les compétences locales peuvent être reconnues. Cette perspective ne nourrit pas une euphorie, mais un réalisme prudent. Des opportunités existent à condition de s'adapter aux exigences nouvelles. Les entreprises locales fournissent cette phase comme un apprentissage accéléré. L'accès à des contrats plus visibles s'accompagne de contraintes strictes en matière de qualité, de délai et de traçabilité. Pour certaines structures, l'ajustement est exigeant, parfois inconfortable, mais il confère aussi une légitimité institutionnelle inédite. Être intégré dans la chaîne officielle de production renforce la capacité à se projeter dans la durée et à dialoguer avec les autorités sur des bases plus claires. Du côté des diasporas, le regard évolue plus lentement. Là où dominait souvent la résignation, apparaît une curiosité attentive. Les décisions deviennent lisibles, les chiffres discutables, les trajectoires pas comparables. La confiance ne s'impose pas, elle se construit par accumulation de preuves. C'est cette lisibilité progressive qui relie les réformes institutionnelles à l'expérience quotidienne des citoyens, en transformant une abstraction politique en processus compréhensible. La première étape consiste à consolider durablement les unités de contrôle interne. Les audits doivent s'appuyer sur des registres modernisés, il y a des formats de déclaration standardisés et des outils capables de rapprocher les volumes déclarés des observations de terrain. L'objectif est précis, réduire cycle après cycle l'écart entre chiffres opérateurs et chiffres étatiques. L'indicateur de réussite n'est pas politique, mais mesurable. La diminution régulière des anomalies comptables détectées. La deuxième étape porte sur la montée en compétences. Sans équipe qualifiée, aucun contrôle renforcé n'est soutenable. Il s'agit de renforcer les filières de formation liées à l'audit, à la certification et à l'analyse des flux miniers en privilégiant l'autonomie technique. Le critère d'évaluation est simple, augmenter la part des inspections réalisées sans assistance extérieure. Cette logique prolonge l'approche expérimentée au Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, où la maîtrise des données a été posée comme préalable à toute négociation. La troisième étape vise la synchronisation régionale. Pour éviter une juxtaposition d'initiatives isolées, les États doivent aligner leur méthodologie, harmoniser les formats d'audit, partager certaines données critiques et constituer des équipes conjointes pour des inspections ciblées réduit les divergences et accroît la prévisibilité. La cohérence méthodologique agit ici comme un multiplicateur de force, transformant des politiques nationales en dynamique collective. La quatrième étape concerne la publication et la transparence. Rendre publics les résultats d'audit, les évolutions réglementaires et les renégociations contractuelles permet de consolider la confiance interne et d'éviter l'arbitraire. L'indicateur clé n'est pas la communication ponctuelle, mais la régularité et la complétude des rapports. Enfin, une boucle d'évaluation doit être maintenue, mesurée, corrigée, publiée, puis ajustée. C'est à ce prix qu'une doctrine se transforme en système vérifiable, discutable et perfectible, capable de durer au-delà des cycles politiques. Lorsque l'on revient à l'image initiale de l'inspecteur penché sur un registre devenu soudain décisif, le sens du basculement apparaît avec plus de netteté.
Ce geste discret, longtemps relégué à l'arrière-plan des grandes décisions politiques, s'est transformé en point d'ancrage d'une mutation plus vaste. Chaque ligne vérifiée, chaque incohérence corrigée a contribué à déplacer un équilibre que beaucoup pensaient intangible. La transformation n'a pas pris la forme d'un discours spectaculaire, mais celle d'une pratique répétée, patiente et cumulative. Puis dans cette trajectoire, le rôle d'Ibrahim Traoré ne se lit pas comme celui d'un symbole héroïque. Il apparaît plutôt comme un repère méthodologique. En plaçant la comptabilité et la vérification au centre de l'action publique, il a rappelé que la souveraineté ne commence ni par la confrontation ni par la proclamation. Elle commence par la capacité à mesurer ce qui est réellement produit, déclaré et redistribué. Cette intuition, testée à Ouagadougou avant de résonner à Bamako et au-delà, a offert à la région un langage commun fondé sur les faits plutôt que sur les anticipations. Le motif revient alors presque intact. Un bureau modeste, des registres, une attention minutieuse. Ce qui semblait anodin devient signifiant. La doctrine sahélienne ne s'est pas imposée par rupture, mais par précision. Ça. Et c'est peut-être dans cette sobriété méthodologique que réside sa force la plus durable. Au terme de cette trajectoire, une ligne de fracture devient visible, mais elle ne sépare pas partisans et opposants. Elle distingue deux manières d'observer le changement. D'un côté, une lecture fondée sur les anticipations, les modèles importés et les réactions immédiates. De l'autre, une approche attentive aux pratiques, aux données produites localement et aux ajustements progressifs. La transition sahélienne invite à choisir entre ces deux grilles d'analyse, non par conviction idéologique, mais par méthode. Cette distinction concerne directement le public. Examiner les audits, comparer les chiffres, suivre les effets concrets sur les administrations, les entreprises et les ménages permet de dépasser les récits simplifiés. La souveraineté, ça dans ce cadre, n'est ni un slogan, ni une promesse abstraite. Elle devient un processus observable, discutable et perfectible, qui gagne en crédibilité à mesure qu'il est mis à l'épreuve des faits. C'est aussi là que l'échange prend tout son sens. Poser des questions, confronter les limites du modèle, identifier ce qui fonctionne et ce qui résiste contribue autant à son renforcement qu'à sa remise en cause. Rien n'est figé, tout se mesure, tout se discute. Alors, face à une souveraineté qui se construit par la méthode plutôt que par le discours, quelle grille de lecture choisissez-vous d'adopter aujourd'hui ?